Ce jeudi 22 mai en France, journée de mobilisation, tous les syndicats du public et du privé contre le plan de gouvernement sur les retraites. L'allongement de la durée de cotisation. En 2003, le principe d'une stabilité du rapport durée moyenne vie active, durée moyenne retraite est établi. En 2008, allongement de 40 à 41 ans de la période de cotisation. Voilà planté le décor de notre forum. Notre forum, le thème « Quelle solidarité pour quelle retraite ?» Vaste sujet s'il en est. Sous l'angle des solidarités. Solidarité, valeur fondatrice du CGOS. Nous débattrons avec plusieurs acteurs hospitaliers clés. Les conclusions seront apportées par Madame le Président du CGOS. Mais pour commencer, il nous faut situer le contexte, les mécanismes. Pour cela, un homme, une expérience. Notre expert aujourd'hui, Michel Moujard. Il fut DG du CHU de Tours, président du CGOS. Il est administrateur de l'établissement public gérant la retraite additionnelle de la fonction publique. Alors, Michel Moujard, la retraite, pour chacun de nous, c'est un vécu simple, souvent paisible pour chacun. Mais les retraites, des systèmes complexes en France, non ? Oui, comme vous l'avez indiqué, la retraite, c'est un sujet d'actualité important, parce que ça touche à une question sociétale fondamentale qui concerne pas seulement d'ailleurs la France, mais l'ensemble des pays, et plus particulièrement les pays d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord. Il se pose peut-être avec plus d'acuité en France, qui a tardé à envisager une réforme des systèmes de retraite qu'elle a mis en place. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, avant d'évoquer plus précisément sur quoi était fondé essentiellement le système des retraites en France. Tout à fait. Le système de retraite fondé sur deux grands principes, capitalisation, répartition. L'un est plus solidaire, Monsieur Moujard ? Bien entendu, le système des retraites en France repose essentiellement sur le pari de la solidarité intergénérationnelle. Et c'est pourquoi le choix qui a été fait par nos prédécesseurs dans les années 40, essentiellement, c'est d'adopter des systèmes de retraite obligatoires fondés sur la répartition, qui est le dispositif qui met en œuvre de la façon la plus forte la solidarité intergénérationnelle. En effet. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, nous sommes bousculés par les aspects démographiques, bien entendu. L'entrée dans l'âge d'entrée dans la vie active, l'espérance de vie, l'âge légal de départ en retraite, tout est en débat. Votre avis ? Oui, bien entendu. Il aurait fallu expliquer d'ailleurs ce qu'est le système de répartition qui met en œuvre aussi fortement ce système de solidarité intergénérationnelle. Le principe, si on veut l'expliquer de façon simpliste, c'est que les recettes du régime par répartition constituent une recette annuelle qui provient du revenu du travail des actifs, lesquelles recettes sont réparties entre tous les inactifs chaque année. On voit bien donc que ce qui est déterminant dans un dispositif comme celui-ci, c'est le rapport actif-inactif, recette-dépense. Et donc c'est un dispositif dont les équilibres sont très sensibles à la démographie et à la situation économique. Vous l'avez démontré. Une petite explication encore peut-être avant de rejoindre nos invités entre les aspects obligatoires et facultatifs. Qu'est-ce qu'un régime obligatoire ? Pourquoi des régimes obligatoires et des régimes facultatifs ? Alors pourquoi un régime obligatoire ? Parce que les systèmes français, les systèmes mis en œuvre par la puissance publique, donc sont des systèmes qui reposent essentiellement sur les répartitions. Et donc c'est un dispositif dans lequel au cours des cycles de vie successifs, les actifs financent
les pensions versées aux inactifs. Donc c'est à la puissance publique de garantir aux actifs que les générations futures assureront le financement de leur retraite. C'est pourquoi on a rendu obligatoire l'adhésion de tous les travailleurs français à ces régimes. Parce que le système français, il est simple, puisque tous les régimes de retraite qui ont été mis en place sont, par la puissance publique, ont été rendus obligatoires et sont fondés sur la répartition, mais il est compliqué à cause de la multiplicité, la quantité importante de régimes de retraite qui ont été mis en place avec des modalités, des critères de gestion, de gestion différentes. Ce qui a d'ailleurs conduit les pouvoirs publics à mettre en place un système de solidarité interprofessionnelle au-delà de la solidarité intergénérationnelle qui était garantie par la répartition. Il est clair que les choses sont très complexes. Avant de passer à la table ronde, une page musicale avec Elliott Simon. Et bien à présent, notre table ronde. Nous avons abordé la retraite, le système des retraites en France, maintenant la retraite dans notre milieu hospitalier. La CNRACL, bien entendu, retraite principale, le CGOS également, ses actions vers les retraités et la CRH. Pour notre forum autour de la table ronde, nous avons plusieurs invités avec Michel Moujard. Nous avons René Georges, qui fut administrateur du CGOS, directeur hospitalier, est aujourd'hui vice-président de la CODERPA du Pas-de-Calais, retraité épanoui et allocataire CRH. Isabelle Ken, qui nous vient de l'Aisne, de Chauny, du centre hospitalier de Chauny, où elle exerce la belle fonction de correspondance CGOS. Bonjour. Alain Garbet, directeur d'un établissement médico-social dans le Lot-et-Garonne. Et enfin, Denis Basset, administrateur CGOS national, représentant la composante FO. Bienvenue à chacun. Isabelle Ken, première question pour vous. Pourriez-vous, puisqu'on parle de la CNRACL, pourriez-vous nous situer, comme cela, la perte de revenus d'un agent hospitalier, si vous aviez des exemples en tête, un agent hospitalier au moment du départ à la retraite? Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, pour un agent hospitalier, pour une agent des services hospitaliers, la perte de salaire est d'environ 33% et pour un adjoint des cadres d'environ 24%. 33, 24, si j'ai bien entendu, oui. Ce ne sont pas des petites pertes. Évidemment, il faut compenser. Monsieur Moujard, je reviens vers vous. Il y a plusieurs façons de compenser. La retraite additionnelle, une retraite complémentaire. Pouvez nous donner quelques mots pour nous situer les choses un peu mieux? Bien, vous savez très bien que depuis la réforme de retraite des régimes de base de la fonction publique, que ce soit celui des fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales, la CNRACL, a été créé un établissement, un système de retraite dit additionnel, qui est destiné à couvrir la perte de revenus qui ne provient pas forcément de ce que la retraite de base est calculée dans la proportion de 75% du traitement brut, mais aussi parce qu'il ne repose que sur le traitement brut et qu'il n'intègre pas donc la prise en considération des indemnités et des heures supplémentaires, par exemple. Donc, a été créé un régime obligatoire à côté de l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales adhèrent obligatoirement à ce nouveau régime. L'assiette de cotisation, c'est essentiellement les primes et indemnités, dans la limite de 20% du traitement brut. Ce dispositif est assez différent du régime de base dans la mesure où il participe de la capitalisation et non pas de la répartition. Ça veut dire que dorénavant, un compte est ouvert auprès de ce régime pour chacun des fonctionnaires
et est alimenté chaque année par les cotisations qui sont prélevées sur les primes et indemnités du fonctionnaire et abondées pour un même montant par l'employeur. C'est un régime par points. Ces cotisations donnent l'objet de l'attribution de points qui constituent un droit à pension pour le fonctionnaire. Tout à fait. Merci. Une petite mise en perspective avant de poser une question à notre allocataire préféré. Les créations au CGOS. Le CGOS a été créé en octobre 1960. La CRH en janvier 63. 2 belles années après la création. Les chèques vacances, c'est important, les chèques vacances, en 1996. Plus de 30 ans plus tard. La prestation études. Prestation études, ça vous rappelle quelque chose, monsieur Boujard. 1993. Avant, il y avait autre chose, mais la prestation études, 1993. 30 ans après. La billetterie qui concerne tant d'hospitaliers, distribution de centaines de milliers de billets chaque année dans les régions, en 1999. Le CGOS fin 60, la CRH début 63. Consubstantiel. René Georges, vous avez adhéré. En quelle année? Alors moi, avril 1963, autrement dit dès la création du régime. Une page d'histoire. Quelques points gratuits. Une Bien valeur sûr. d'achat. Bien sûr, des points gratuits, une durée bien sûr de cotisation relativement longue, puisque j'ai pris ma retraite en 1996. Et je peux vous dire que à côté de moi, j'ai un fils qui est hospitalier. Et quand je n'ai pas insisté outre mesure, mais quand je lui ai expliqué le taux de rendement de ma complémentaire de retraite, eh bien aussitôt, bien entendu, il a adhéré sans que j'ai à bouger le petit doigt. D'ailleurs, à l'époque, on ne parlait pas de la CRH, mais du Oui. RCR. RCR, je crois que c'est ça, oui, oui. C'était pas un cycle politique, non, non, non. Qui n'a rien à voir avec un Racing Club, Non, non. je vous sais, fan de football. Alors, Michel Moujard, la CRH. Régime mixte, capitalisation, répartition. Vous avez bien expliqué ce qu'était l'un et l'autre. Facultatif. Oui, c'est un régime effectivement facultatif. Ça fait partie des régimes de retraite complémentaires. La plupart des régimes complémentaires sont facultatifs. La plupart d'entre eux sont des régimes par capitalisation. Celui de la CRH est un régime hybride qui participait en même temps de la répartition, et principalement par la répartition, mais pour autant il a été géré par nos aînés de telle sorte que on souhaitait garantir une rente à vie, un service à vie de la rente payée. C'est pourquoi, en même temps, étaient constituées des provisions qui donc couvraient au-delà des droits contractuels. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, dans la situation dans laquelle nous avons été au cours de ces 15 dernières années, d'envisager un dispositif de consolidation de façon plus facile. Alors dire que ça a été facile, non. Tout le monde sait très bien que ça a été un dur combat, mais enfin nous avons abouti effectivement à cause de cette gestion hybride du régime. D'accord, ça a aidé. Pour une question simple, comment vous êtes-vous affilié? Alors tout d'abord, je me suis affilié en lisant justement une brochure. J'ai vu justement la retraite complémentaire, puis en discutant avec des collègues, et donc enfin je suis allé voir le correspondant. Parce que si on regarde, on sait bien les valeurs du CGOS, les valeurs fondamentales du CGOS, vous l'avez répété si souvent, la solidarité, mutualisation, quelle que soit la taille de l'établissement, l'hospitalier a droit à l'ensemble du panel CGOS, aider les plus défavorisés, bien évidemment, solidarité, la prévoyance, ça c'est autre chose, une autre idée, on incite chacun, l'individu, à prévoir.
Modestement, avec les chèques vacances, prévoir sa dépense vacances pendant quelques mois. Beaucoup moins modestement, avec la CRH, prévoir, lorsque la bise sera venue, à l'échéance de quelques décennies. Également la protection, bien entendu, la protection avec les prestations que nous distribuons à l'occasion des accidents de la vie, la maladie, les problèmes de handicapés, de surendettement, de divorce ou jusqu'au décès. Solidarité, prévoyance, protection. Alain Garbet à nouveau. Si la CRH est basée sur les valeurs du CGOS qu'on vient d'évoquer, comment le directeur que vous êtes conçoit la responsabilité du correspondant CGOS dans l'interpellation vers la CRH? Alors moi je dirais même avant le correspondant, et puis je fais de mon cas un cas personnel, je me suis aperçu que dès le recrutement, on se doit de parler de la retraite complémentaire. Donc qu'on soit service du personnel, qu'on soit direction du personnel ou qu'on soit la personne qui recrute dans les petits établissements, dès le premier jour du recrutement, on doit parler de la retraite complémentaire. Et après transmettre justement les dossiers aux correspondants. C'est sûr, on doit. Les choses ne sont pas simples. Isabelle Ken, les jeunes, aujourd'hui, les nouveaux recrutés, ceux qui arrivent dans votre centre hospitalier de Chauny, ils ne sont peut-être pas si nombreux, les hôpitaux publics ne recrutent pas à tour de bras. Quoi qu'il en soit, il en est. Quelles sont les attitudes, les préoccupations des jeunes recrutés autour de la retraite et a fortiori de la retraite complémentaire? Alors les jeunes ne sont pas tellement, je dirais, portés actuellement sur leur retraite. On est dans une société où on vit un peu au jour le jour. Donc mon rôle est de les informer, bien sûr, ce que je fais à chaque nouveau dossier. Mais je n'ai pas de retour dans l'immédiat. Actuellement, les personnes qui viennent me voir pour la retraite complémentaire sont plus des personnes, je dirais, de 35-40 ans, mais qui ont déjà fait quelques années à l'hôpital sans cotiser. Vous m'aviez parlé aussi d'un établissement privé que vous aviez repris au centre hospitalier. Oui, effectivement, début 2007, le centre hospitalier de Chauny a racheté une clinique privée. Et là, les gens, par contre, m'ont beaucoup plus posé la question par rapport au complément de retraite, puisque il y avait dans le privé, en fait, il y a une retraite complémentaire qui est prélevée sur le salaire, qui est obligatoire, l'employeur met une partie. Et le fait d'arriver dans le public, il n'y a plus de prélèvement pour la retraite, à part pour le régime obligatoire. Et c'est vrai qu'il m'interpelle beaucoup par rapport à la complémentaire retraite des hospitaliers. Ça ne nous surprend pas. René Georges, adhérent de la première heure. Quel message adresseriez-vous à un jeune recruté? Eh bien, écoutez, évidemment, il faut, ce que vient de dire Isabelle tout de suite, les jeunes sociétés de consommation. Moi, j'appartiens à une génération où on avait l'enseignement de l'épargne. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut un petit peu, compte tenu des difficultés que l'on voit aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, je pense qu'il faut, c'est le moment de leur dire, écoutez, faites attention parce que lorsque vous allez partir en retraite, et compte tenu de la perte que représente le départ en retraite, vous serez bien heureux d'avoir cette complément de retraite. Alors je vais me retourner vers notre administrateur national, Denis Basset. Question simple. Les hospitaliers ont-ils des modes de préparation de la retraite? Oui, et bien justement, puisqu'on discute de la CRH depuis quelques minutes, et vous parliez de date anniversaire. Vous rappeliez les grandes dates de la création du CGOS, de la CRH. Je crois qu'il y a une autre date anniversaire qui restera dans les esprits. C'est celle du 13 mars 2008 où justement, grâce à la perspicacité et à la volonté des membres du conseil d'administration du CGOS national, on a pu avoir un plan de consolidation qui permette demain de proposer à nos hospitaliers la CRH au même titre qu'on a pu la proposer dès 1963 à nos anciens. Je crois qu'effectivement, beaucoup d'hospitaliers, parce que le succès de la CRH par le nombre d'affiliés, qu'ils soient aujourd'hui retraités ou qu'ils soient en activité, démontre que beaucoup d'hospitaliers ont confié à la CRH le problème de réduire le taux de remplacement entre ce que l'on gagne quand on est en activité et ce que l'on touche quand on devient retraité. Tout à l'heure, des exemples nous ont été donnés
sur 2 agents hospitaliers, ASH et adjoints des cadres, avec la différence, justement, le taux de remplacement entre le dernier salaire et encore, les exemples qui ont été donnés sont dans le meilleur des cas. Dans l'hypothèse où ces agents-là auraient, bien entendu, cotisé 40 ans au 1er janvier 2008, mais on sait qu'il y a beaucoup d'hospitaliers qui, malheureusement, la durée de vie professionnelle moyenne dans les hôpitaux est très en deçà de ces 40 ans. Et on a donc aujourd'hui, au niveau de la CNRACL, plus d'un agent sur 2 qui part en retraite avec des niveaux de pension qui sont souvent situés entre 650 et 900 euros. Donc c'est là qu'on voit toute l'acuité et toute l'importance de proposer un outil complémentaire de retraite où justement beaucoup des hospitaliers consacrent une partie de leur pouvoir d'achat à ce seul outil qui va leur permettre d'avoir demain, en tant que retraités, un taux de remplacement et un pouvoir d'achat qui ne sera pas trop éloigné de celui qu'ils avaient en activité. Ils ne placent pas d'argent dans les actions, les hospitaliers. Ils ne placent pas d'argent dans l'immobilier, les hospitaliers. Ils placent souvent une partie de leurs revenus dans cet outil de retraite complémentaire qu'il nous faut donc aujourd'hui. Depuis le 13 mars, on l'a consolidé, on fait en sorte qu'il ait un avenir. Et l'enjeu qui va être le nôtre, des correspondants dans les établissements, des administrateurs, des directeurs d'établissement, de tous les acteurs de l'hôpital, c'est effectivement d'expliquer aux jeunes hospitaliers toute l'importance d'adhérer le plus tôt possible, parce qu'en adhérant le plus tôt possible, d'abord on aide à consolider le régime, et ensuite on se prépare à soi une retraite qui demain sera certainement beaucoup plus agréable que celle qui consisterait à ne pas avoir ce taux de remplacement le plus proche possible du taux d'activité. Merci de nous avoir resitué le niveau de revenu fréquent, pour ne pas dire moyen, voire très moyen, des collègues hospitaliers en retraite. Alain Garbet, on a évoqué ensemble ces derniers jours une notion importante. Il vous arrive de rencontrer des jeunes retraités qui, hélas, des cigales cette fois-ci, qui, hélas, n'ont pas de retraite complémentaire. Vous pouvez nous en parler? Alors, dire qu'il m'arrive de rencontrer des jeunes retraités qui n'ont pas adhéré à la retraite complémentaire, c'est extrêmement rare parce que je reprendrai, comme a dit M. René Georges, en fait, les gens à cette époque avaient justement le sens de l'épargne. Donc, ils savaient l'importance de la retraite complémentaire. N'oublions pas que le régime retraite complémentaire existe depuis 1963. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, les jeunes de l'époque avaient de suite, sans trop d'explications, justement ce souci d'épargner et donc d'adhérer à cette retraite complémentaire. Quoi qu'il en soit, Isabelle Cohen, lorsque nous vous rencontrez des personnes qui sont proches de la retraite ou qui viennent de partir, il nous arrive de nous entendre dire il aurait fallu nous en parler avant. Bien sûr, et puis comme le taux de cotisation est variable, ce que regrettent aussi beaucoup les agents parfois, c'est de ne pas avoir augmenté ce taux de cotisation, puisqu'il est vrai qu'en début de carrière, souvent, ils prennent le taux minimum, et en fin de carrière, au moment où ils pourraient augmenter, puisqu'ils n'ont souvent plus d'enfants à charge, où ça leur permettrait d'avoir une réduction d'impôt, les agents ne pensent pas à augmenter ce taux de cotisation, qui leur permettrait de partir avec un complément de retraite supérieur. Alors je crois que nous allons incessamment terminer ce forum et conclure avec Madame le Président. René, sur la CRH. Eh bien écoutez, moi je crois que nous avons tous un devoir de solidarité vis-à-vis de nos collègues. D'après ce que vient de dire Isabelle, il est regrettable quand même que certains partent en ignorant quelquefois même la CRH. Donc, ça ne met pas en cause le travail fait par les correspondants dans l'établissement, mais très souvent, et on le sait, il y a des collègues qui ignorent tout ça. Alors je pense qu'on a un devoir de solidarité, de confraternité vis-à-vis d'eux. D'autre part, leur signaler également que c'est leur avantage à eux, non seulement à titre personnel, mais pour la famille, puisqu'il y a maintenant un taux de reversion quand même qui est intéressant, à 60%. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. On vit une époque maintenant rassurante, enthousiasmante, puisque nous avons enfin réussi, après plus de 10 ans de discussions et de négociations, à consolider notre régime
et à dire que être dans la situation où on peut dire aux adhérents actuels ou aux futurs adhérents, ils peuvent adhérer en toute sécurité à la CRH et se constituer ainsi une retraite complémentaire qui leur versera une rente à vie. Donc pour nous, c'est quand même une période assez extraordinaire. Nous partageons. Un élément de conclusion, monsieur, madame? Peut-être dans la continuité de ce que Michel Moujard vient d'indiquer, c'est vrai que maintenant le défi qui est le nôtre dès 2008, c'est d'avoir une campagne de commercialisation auquel soit associé l'ensemble des acteurs du CGOS, mais au-delà du CGOS, de l'ensemble des acteurs de l'hôpital, parce que c'est vrai que les défis qui sont les nôtres, c'est de faire adhérer les jeunes hospitaliers. Et on sait que quand les efforts sont faits, on a de multiples exemples, quand on a des populations cibles dans des établissements où l'information est délivrée, où des exemples leur sont donnés. Par exemple, nos anciens peuvent bien entendu être des exemples qui vont nous permettre justement de démontrer toute l'acuité du produit CRH. Je pense qu'on a, dès 2008, la possibilité de relancer une campagne de commercialisation et de voir demain, dès 2009, de nombreux hospitaliers qu'on retrouve un taux de croissance d'adhésion par an qui pourra approcher 5 000, 8 000 et pourquoi pas au-delà, parce qu'on sait que le renouvellement générationnel dans nos hôpitaux qui s'engagent dans les 4 à 5 ans qui viennent vont faire qu'il va y avoir une population très jeune où on a un défi, c'est justement de les faire adhérer très rapidement et très tôt à la CRH. Alain Garbet. Alors, moi je voudrais rajouter quelque chose puisque je fais partie de la région Aquitaine. Je suis un directeur d'établissement puisque tout à l'heure vous avez dit du Haut-et-Garonne. Alors je tiens à préciser, c'est dans le canton du Bien-Vivre qu'est Mézin puisque j'ai les deux établissements Mézin et Sauce. Et nous allons entreprendre justement avec le délégué régional, Madame Chambon, à partir de septembre, il va y avoir une réunion à Mézin avec l'ensemble de mes collègues directeurs pour justement les sensibiliser parce que je répète déjà avant même le correspondant joue un rôle très important dans nos établissements, mais encore faut-il qu'il existe, il n'existe pas dans tous les établissements. Donc c'est la première personne qui recrute qui doit déjà dire l'importance de ce régime, d'autant que maintenant, comme vous avez si bien dit, il est garanti à vie. Très bien. Eh bien, Isabelle, merci à chacun de votre participation. Avant de rejoindre Madame le Président, Elliot. Longue lignée de présidents au CGOS, après Philippe Cadenne, Michel Moujard qui est avec nous, Philippe Marin, Liliane Henart. Et c'est vous qui l'emportez. Et c'est vous qui signez, on l'a dit tout à l'heure, au printemps 2008. Direction générale, messieurs Salvadori, Conti, Staglan, et c'est avec Yvonne Giovanna, épaulé d'Yvonne Giovanna que vous faites ce travail. Des composantes syndicales, Denis Basset était avec nous tout à l'heure, d'autres composantes syndicales ont milité avec vous autour de ce beau succès. Maître Jean-Louis Faure, on ne peut pas ne pas le citer, grand travail, mais quoi qu'il en soit, les décisions sont prises, les accords sont signés, c'est un engagement. Après 10 années délicates, après 2 années qu'on qualifie ensemble de douloureuses, merci Madame le Président. Nous avons l'engagement des AGF et de l'État. Votre sentiment lorsque le jour où vous avez le stylo à la main, lorsque vous avez signé? Eh bien, mon sentiment, ça a été un soulagement et une grande satisfaction. Parce que je vous rappelle quand même qu'en mars 2007, nous pensions avoir conclu. Et il nous a fallu encore pratiquement 1 an, de mars 2007 à mars 2008, de pouvoir tenir la plume et pouvoir signer cet accord tripartite, État, CGOS et AGF. Donc c'est une très grande satisfaction pour nous parce que ça sauvegarde les affiliés. Longue année effectivement de mars 2007 à mars 2008 pour le président, j'imagine, pour les correspondants, les salariés de délégation, l'ensemble des salariés du CGOS, difficile. C'est fait. Créé par et pour les hospitaliers, la CRH, 350 000 hospitaliers impliqués. Mais dans quelques années, ce ne sera plus vraiment la CRH du CGOS?
Alors, nous avons signé le plan de consolidation du régime où il y a 3 participants, État, AGF et le CGES, en disant que c'est grâce à la volonté et à la persévérance du CGES qu'on a réussi à signer. Maintenant, nous avons 2 missions, 2 objectifs essentiels qu'il faut qu'on réussisse. C'est la commercialisation, comme l'a dit Denis Basset, et pour lesquels tout le monde doit s'impliquer pour que les gens adhèrent à un régime qui est attractif. Et le deuxième grand objectif, finalement, c'est de pouvoir transmettre à une association souscriptrice dans un délai de 5 ans un régime en très bonne santé. Tout est dit. Une petite information peut-être de dernière minute. Sachez que dans les régions, vous le savez, en Aquitaine, en Île-de-France, en Alsace, des réunions de correspondance sont déjà organisées et que simplement dans la nôtre, dans le Nord, elles vont avoir lieu 3 juin, 25 juin, 3 juillet. On a refusé les inscriptions. 25 inscrits et on a dû refuser. Il y avait trop de demandes. L'angoisse de mars 2007 à mars 2008, elle était réelle. On est tous mobilisés pour se désangoisser et réussir avec vous. Et je suis persuadée que le CGES réussira la transition, réussira la commercialisation et réussira la mise en place d'une association souscriptée dans les meilleures conditions possibles. Merci Madame le Président.